Donc, je suis Alain Boutonnet, vétérinaire homéopathe, depuis, disons, naturopathe, homéopathe et un peu phytothérapeute, depuis plus de 40 ans. J'ai exercé dans des endroits difficiles, à Briançon, j'étais seul vétérinaire en montagne, donc j'ai appris beaucoup de choses au contact de la nature. Et aujourd'hui, nous allons parler du chien, du problème du vieillissement chez le chien. Voilà. Donc, on peut faire une petite incidente en disant qu'il y a de grosses différences chez les chiens au niveau du vieillissement en fonction de la race. C'est ce qu'on pourrait appeler presque une injustice. Parce que les gros chiens, les chiens à grosse ossature, à partir des dogs et même avant les Terre-Neuve, les bergers allemands, vieillissent plus vite que les petits chiens. La cause exacte est difficile à cerner, ce n'est pas tout à fait le but d'aujourd'hui, mais vous trouverez sur les réseaux sociaux et dans différentes publications, des livres, des publications de congrès, etc., sur Internet, des hypothèses quand même intéressantes. Ces grandes races sont venues, comme pour les petites d'ailleurs, de mutations à partir du loup, et il se trouve que plus l'animal est lourd, plus il a un squelette fort et des gros organes, et plus ceux-ci sont soumis, disons, à une certaine fragilité. Donc moi je dirais, au fil de l'expérience, qu'un des premiers critères sur lesquels quelquefois les propriétaires ne sont pas assez attentifs, c'est la soif. Souvent, le chien boit plus que normalement. Chacun a sa norme, mais si vous avez un chien qui boit un demi-litre par jour, pour un chien de 15 kg, quand il va faire de l'exercice avec vous, il peut arriver à 3/4 de litre par jour, et puis brutalement, ou même peu à peu, mais en quelques jours, il passe à 1 litre et demi, là il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Donc la soif, et aussi, quelquefois on n'y pense pas assez, vous remarquerez que votre chien entend moins bien. La soif est oui, il réagit moins bien. Quand on ouvre une porte, quand le téléphone sonne, quand des amis viennent, il met plus de temps à sortir de sa corbeille, il est comme s'il faisait tout mais à retardement. C'est que finalement dans son cerveau, il y a des choses qui sont moins bien transmises. Donc la soif, oui, je dirais ça, et d'une manière générale, la réactivité. Si vous avez un chien qui explose d'habitude au moins de coups de sonnette, ou dès que vous parlez de voiture, et puis que là il met beaucoup plus de temps, vous en parlez entre vous, mais c'est le moment de faire quelque chose. Parce que nous sommes, comme je pense vous aussi, madame, dans l'optique que prévenir vaut mieux que guérir. Toujours. Prévenir vaut mieux que guérir, et la deuxième grande loi, primum non nocere, avant tout ne pas nuire. Voilà. C'est un peu comme introduction, en répétant, si vous voulez, que la lenteur sur un chien qui d'habitude est une pile électrique et qui maintenant petit à petit, je ne dis pas quel que soit l'âge, mais à partir de 4-5 ans pour les gros chiens et 7-8 ans pour les chiens moyens, 10 ans pour les petites races, il faut être sur ses gardes. Sachant que toutes races confondues, la moyenne de vie d'un chien, en gros aujourd'hui, en France, c'est 11 ans. Ça inclut évidemment ceux qui partent bien avant, à 6 ans, à 7 ans, certains Terre-Neuve, certains dogs, encore une fois, Mastiff, etc. Et aussi des petites races, des petits caniches, des petits pinchers qui arrivent jusqu'à 16-17 ans. Moyenne, 11 ans. Je vais essayer de développer avec vous aujourd'hui 3 pistes. La première, ça va vous surprendre, c'est la piste alimentaire. La piste alimentaire, ça ne vous surprend pas. Mais le fait que je centre tout aujourd'hui sur un seul produit dans l'alimentation. Et ce produit, après beaucoup de réflexion et beaucoup d'expérimentation sur le terrain, c'est ça peut-être qui va vous surprendre, c'est la sardine. La sardine pour les chiens qui commencent à vieillir, et même on pourrait leur en donner très régulièrement et très tôt dans leur alimentation. Pourquoi la sardine? La sardine, c'est un poisson qui contient en gros des protéines et des lipides. Des protéines, c'est-à-dire des molécules nobles, à partir desquelles sont fabriquées les hormones, les enzymes, les vitamines, etc. Et
les lipides, les corps gras. La sardine qui est assimilée aux macros, harengs, etc. Enfin, vous le comprenez très bien. Et il va y avoir dans la sardine des enzymes très intéressants. Vous voyez que le premier mot que je prononce aujourd'hui dans cette première piste, c'est le mot enzyme. Tout mon exposé va tourner autour de ça. Le vieux chien, et ça vous le trouverez très peu publié, le chien qui est en train de vieillir, pas le vieux chien, qui est en train de vieillir, a son stock d'enzymes qui diminue peu à peu. Sans enzymes, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce que les enzymes? Ce sont des molécules à base de protéines qui sont indispensables à une réaction. C'est-à-dire que dans l'organisme, il y a des millions de réactions par seconde. Ces millions de réactions par seconde ont besoin, dans 95% de cas, de catalyseurs, et ce sont les enzymes. Sans les enzymes, la réaction aurait lieu. Mais elle aurait lieu sur des minutes. Là, on est au millième de seconde. C'est l'enzyme qui le permet. Ce qui fait qu'il va y avoir une synergie dans toute la réaction et c'est le maintien de la vie. Sans les enzymes, il n'y a pas de vie. Bien qu'elles ne soient pas vraiment indispensables, elles sont dans les faits indispensables. Plus vous donnez au chien un régime riche en enzymes, mieux ça vaut pour lui. Nous avons tous un stock d'enzymes à notre naissance, on l'enrichit et on l'appauvrit. Et en général, on l'appauvrit plus qu'on l'enrichit. Surtout dans l'alimentation moderne, chez l'homme comme chez le chien. Les croquettes, c'est pas une richesse en enzymes extraordinaire. Il y en a, mais n'oublions pas que toutes les croquettes sont fabriquées au-delà de 100 degrés de température. Donc, il faut réfléchir à ça. Tout n'est pas mort, mais on est quand même plus dans l'alimentation morte que dans l'alimentation vivante. La sardine, conservée en boîte, si possible avec de l'huile d'olive bio, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, sera un excellent complément alimentaire. Quel rythme? Comment le donner? Quel rythme? Simplement tous les jours, tous les 2 jours, suivant si c'est un gros chien ou un petit chien, 2 sardines pour un gros chien. Quand vous ouvrez une boîte de sardines, en gardez une pour le chien, c'est un très bon réflexe. Enveloppé d'huile d'olive, il peut le manger comme ça, il peut le manger aussi mélangé à d'autres aliments qu'il aime bien. En général, ça va très bien passer. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui va, encore une fois, aider le chien. Avec des petits conseils pratiques, on peut garder des sardines fraîches, en acheter, en faire un stock, à mettre au congélateur. Eh bien là, je vous dis non. Parce qu'au congélateur, chaque mois, on perd des enzymes. Et au bout de 5 mois, il n'y en a plus. Donc si vous avez un petit stock en disant, mais pour cet été, j'aurai mon petit stock de sardines, il vaut mieux pas. Voilà, ce sont des petites astuces comme ça, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Alors, on peut dire aussi, deuxième objection, la sardine est riche en métaux lourds, comme tous les poissons. Oui, c'est vrai, il faut l'accepter. Enfin, c'est inacceptable, mais malheureusement, il faut vivre avec, pas l'accepter. Il faut réfléchir. Les poissons qui ont le plus de métaux lourds, à savoir l'arsenic, le mercure et tout le reste, le cadmium, etc., le plomb, sont les poissons qui sont les plus gros prédateurs. Donc on va trouver le thon, et on va trouver aussi, dans la truite, poisson d'eau douce, mais on va trouver aussi des poissons carnassiers, le requin, on ne le mange pas, mais des poissons qu'on peut manger, mais qui sont prédateurs, et qui seront au maximum de la teneur en métaux lourds. Alors que la sardine est considérée comme, au niveau teneur en métaux lourds, c'est moyen. C'est pas tout à fait en bas comme certains, mais c'est moyen. Ce n'est pas du tout, disons, un problème par accumulation pour le chien. Encore une fois, on peut même en donner 3 fois par semaine, tous les 2 jours, c'est déjà très bien. Une sardine pour un chien de 10 kg, 2 sardines pour un chien de 20-25 kg, et 3 ou 4 sardines, et même une boîte pour un gros chien. Voilà. Ça, c'est la première piste. Alors, vous pouvez aussi remplacer la sardine par du poisson cuit à la vapeur ou cru. Pour les chiens qui mangent le poisson cru, c'est excellent, à condition qu'il soit de cette famille-là, des maquereaux, des harengs, des sardines. Parce que c'est là où il y a le plus, vraiment, le plus d'enzymes et surtout le plus de riches en oméga 3. Ces fameux acides oméga 3 qui sont des acides gras polyinsaturés. Qu'est-ce que ça veut dire, des acides gras polyinsaturés?
Bon, sans rentrer dans la chimie organique de haut niveau, parce que moi j'en suis incapable maintenant, et surtout pas, comment dirais-je, lasser les auditeurs, mais savoir que ce sont des acides qui ont des chaînes carbonées avec des doubles liaisons qui fait que des atomes peuvent se greffer sur eux. Et ils peuvent ensuite se transformer. Ils ne sont pas figés, comme les acides gras qui sont saturés, où eux, ils sont verrouillés. Là, ce sont des acides gras ouverts. Et c'est très intéressant, parce qu'ils vont se transformer, et en particulier en enzymes intéressantes, qui vont capter justement une partie des métaux lourds. Donc vous voyez, il n'y a que du bon à donner du poisson cru ou des sardines en boîte à des animaux, à des chiens, pour le sujet qui nous importe aujourd'hui. La deuxième piste, et là je pense que ça va vous étonner, c'est un médicament allopathique qui est normalement, d'après tout ce que vous pourrez lire, notamment sur les réseaux sociaux, les interviews de consorts ou de confrères vétérinaires, interdit aux chiens et aux chats. Ce médicament merveilleux, dont moi je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'aspirine. L'aspirine. Alors, on va mettre tout de suite les choses au point. L'aspirine est toxique chez le chat, oui, à 100%, oui. En tout cas, il ne faut pas, sauf ce contrôle médical sérieux, moi je faisais, quand je travaillais, de l'aspirine intraveineuse chez les chats à des doses microscopiques qui me donnaient d'excellents résultats. Mais on ne peut pas demander ça aux propriétaires de chats, ce n'est pas possible. Donc l'aspirine pour les chats, vous faites une croix, c'est niet, c'est fini, on n'en donne pas. Par contre, chez les chiens, c'est très intéressant, parce que ça a un effet anti-inflammatoire. Pourquoi on a lancé cette interdiction de l'aspirine chez le chien? Parce qu'il y a eu par automédication et par des doses beaucoup trop fortes des intoxications, avec des hémorragies, avec quelquefois des comas, avec des problèmes neurologiques. C'est vrai, c'est arrivé, mais de façon très très sporadique. Et surtout, on fait l'amalgame avec le paracétamol, qui est une deuxième molécule anti-inflammatoire très utilisée chez l'homme, qu'il ne faut pas utiliser là non plus chez le chien et le chat. Et pourquoi il ne faut pas utiliser le paracétamol chez le chien et le chat? Parce qu'il manque d'enzymes pour les transformer dans le foie. Enzymes au début, je vous l'ai dit, enzymes à la fin, tout cet exposé sera soutenu par cette notion enzymatique, que vous trouverez très peu dans les papiers concernant le chien et le chat âgé. Forcément, c'est à partir du moment où le stock enzymatique est en déficit que le vieillissement commence. Quelle que soit la race, quel que soit l'âge, ce sera 4 ans pour les gros chiens, 6 ans pour les chiens moyens, 9 ans pour les petits chiens, peu importe. Ça peut être, il n'y a que des cas particuliers. Vous avez un chien qui est vieux à 7 ans, un autre qui à 12 ans casse la baraque. Donc on n'a que des cas particuliers. Mais vous voyez, ce paracétamol qui est vraiment toxique pour les chiens et les chats, attention, ce n'est pas une raison pour jeter l'anathème sur l'aspirine. L'aspirine, au premier signe, surtout sur les grands chiens, quand vous avez un gros chien comme un Terre-Neuve de 70 kg qui a du mal à monter dans la voiture. Vous avez un break, et c'est tellement, moi j'avais ça, un break et des gros chiens, et on le voyait quand il montait, il a 7 ans, il a 6 ans, il vous dit dans la famille ou dans les amis, mais il a pris un coup de vieux, c'est pas possible. Et là, le premier réflexe, parce que vous avez déjà donné la sardine, l'aspirine. Avant toute chose, moi j'en suis très très partisan, parce que l'aspirine va liquéfier un petit peu le sang à un certain dosage, va permettre de mieux irriguer les extrémités, là au niveau de la queue, au niveau du bassin, au niveau de la fémorale, au niveau des membres postérieurs des gros chiens, parce que c'est là où ça se passe. Ah oui, mais l'aspirine, comment le donner? Alors, vous prenez tout simplement, ça vous pouvez le noter, 10 mg kg chez le chien. C'est la dose normale. 10 mg kg, ça veut dire que pour un chien de 20 kg, 200 mg. Vous avez un cocker, vous avez un épagnol qui pèse 20, 17, 18 kg, vous pouvez lui donner un comprimé de 250 mg une fois dans la journée, et surtout ne pas renouveler. Vous lui donnez en prévention 2 fois par semaine. Et ça, c'est un très bon tuyau. Par exemple, tous les samedis et tous les jeudis ou tous les mercredis, il a son comprimé d'aspirine. Vous ne risquez rien. Et par précaution, toutes les 6 semaines ou toutes les 4 semaines, vous arrêtez 2 semaines. Et vous continuez comme ça. J'ai vu des chiens tenir, une propre chienne que j'avais donnée, oui, c'est vrai, qui s'appelait Garonne, une grosse chienne
de race, comment ça s'appelle, ces chiens de berger suisses, ces gros chiens, enfin, peu importe, qui pesait quand même 40-45 kilos, a tenu 18 mois avec un train arrière, un peu chancelant, une démarche qu'on appelle ébrieuse, mais elle avait quand même 14 ans. Et on l'a tenu très bien pendant quasiment un an avec l'aspirine, un comprimé 500 mg 2 fois par semaine. Ensuite, l'homéopathie a pris le relais, et ensuite, il a fallu arrêter. Mais vous voyez, il y a des possibilités avec ça. Donc, sardine, aspirine, et la troisième chose, un produit que le laboratoire Bionalg a mis au point il y a maintenant 10 ans, pour les chevaux et les chiens âgés, qui s'appelle le Cani Senior. Le Canitonic Senior, voilà, son vrai nom, du laboratoire Bionalg. Canitonic Senior, alors c'est une composition de compléments alimentaires. Il est vrai que vu la vie que l'on fait mener à nos animaux de compagnie aujourd'hui, la vie que nous menons nous-mêmes, il est tout à fait normal, et c'est pas du tout paradoxal, c'est normal, hélas, qu'on soit obligé de se faire aider par des compléments alimentaires qui concentrent les principes actifs de plantes. Toujours avec cette maxime, primum non nocere. D'abord ne pas nuire, c'est vrai. Et prévenir vaut mieux que guérir. Alors, j'extrairai 2 composés du Canitonic Senior, absolument pour moi, quand j'ai découvert ça il y a des années, 2 plantes merveilleuses. La première, vous la connaissez tous et toutes, c'est le curcuma. On s'en sert en cuisine, on sait maintenant que c'est une des bases de la médecine ayurvédique, de la médecine indienne. On sait que les Indiens en mettent partout dans leurs plats. On sait que les Indiens ont un coefficient au niveau de cas de cancer bien inférieur au nôtre. Le curcuma en fait partie de ça, c'est évident. D'ailleurs, tous les médecins en Inde qu'on a pu rencontrer sont formels là-dessus. Certaines habitudes alimentaires, certaines épices sont très bénéfiques. Là, le curcuma, la curcumine, oui, ce sont des molécules très très intéressantes qui ont un aspect, qui ont une action anti-ulcéreuse. Si vous avez une ulcère d'estomac, le curcuma ne peut que vous faire du bien. On l'a vérifié nous sur des chevaux. C'est très intéressant parce que, hélas, beaucoup de chevaux ont des ulcères. Les chiens aussi ont des problèmes intestinaux, de porosité de l'intestin, surtout les grandes races, mais également les petites races. Ça veut dire qu'il y a des molécules qui sont étrangères à la vie, des molécules chimiques, par mutation ou parce qu'on leur a fait avaler des molécules chimiques, qui arrivent à franchir la barrière intestinale et se promener dans le système extracellulaire, dans le système lymphatique, etc. et vont créer des désordres. C'est le médecin, le docteur Seignalé, qui est auteur d'un ouvrage magnifique, que ton alimentation soit ton médicament, en gros. C'est ce qu'il voulait dire. L'alimentation ou la troisième médecine. Voilà, docteur Seignalé qui nous a appris ça, et c'était passionnant. Donc, le curcuma peut avoir vraiment une réduction de l'inflammation et un soulagement des douleurs chez le chien. La deuxième plante avec le curcuma, dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est la Boswellia. Boswellia serrata. Alors là, c'est plus qu'une plante, c'est un arbre qui pousse en Inde, qui pousse au Pakistan, qui pousse, dans des pays chauds, dans certains pays d'Afrique, je pense. Boswellia serrata peut atteindre 8 mètres de haut, c'est quand même pas rien, c'est vraiment un arbre. Et cet arbre, c'est symbolique, beaucoup, ça veut dire quelque chose. On va utiliser sa résine. Et sa résine, on va l'extraire de l'arbre par une petite saignée sur l'écorce. Et les gens qui habitent là-bas, les Indiens, savent très bien faire ça, sans le faire mourir. Régulièrement, ils font des saignées. Et c'est cette résine que nous allons utiliser et en faire un médicament, on peut dire ça, alors que ce n'est qu'un complément alimentaire. On n'a pas le droit de parler de médicament, disons, un complément alimentaire très efficace, et même, on peut dire, étonnamment efficace. Il agit sur quoi particulièrement? Alors, il agit toujours réduction de l'inflammation, soulagement des douleurs, et protection, ça c'est très intéressant, protection de l'intégrité de la paroi intestinale. Et surtout, Boswellia serrata suscite encore aujourd'hui tellement d'espoir. Il fait partie des 10 plantes
incontournable dans le monde. Il y a une classification des plantes, Boswelliae, enfin des plantes ou des arbres, Boswelliae dedans, hein, comme le curcuma, comme le Deutérocoque aussi, dont on utilise le rhizome, qui est dans le Cani tonique senior, le Deutérocoque, comme il y a la spiruline. Alors je voudrais juste vous lire cette phrase d'un groupe de chercheurs qui faisait le point il y a quelques années sur Boswellia serrata et écrivait ceci. Maintenant, avec chaque étude en cours, l'enthousiasme grandit dans la communauté scientifique, car il semble que la Boswellia pourrait être une alternative naturelle aux anti-inflammatoires chimiques de synthèse, AINS, qui sont les médicaments les plus utilisés pour contrôler et soulager les douleurs chez les mammifères. Voilà. Et ça, je suis entièrement d'accord avec eux. Il est vraiment grand temps de passer à tout ce que la nature nous a offert entre les arbres et les plantes, d'utiliser les meilleurs principes, sans évidemment épuiser leur culture, ce n'est pas du tout le but, de telle sorte que ces plantes rentrent en synergie. Le Deutérocoque, Boswellia serrata, la curcumine et la spiruline, exactement, merci, et la spiruline vont faire ce qu'on appelle nous un cocktail, mais vraiment un cocktail détonnant. Bien loin de se neutraliser, elles s'épaulent mutuellement pour le grand bien-être de nous tous. Et alors je voudrais terminer sur Boswellia serrata, tellement elle est importante, parce que j'ai revu certains sites et certains livres ce matin, elle est un espoir pour les tumeurs cancéreuses. Je dis bien un espoir, je ne dis pas que... Je dis qu'il y a beaucoup d'études de fait aujourd'hui, parce qu'elle est une des rares... cette résine de Boswellia peut, dans certains cas, quand on sait bien l'administrer, être active au niveau de complications neurologiques dans le cerveau des mammifères. Tumeur cérébrale. Mais là, je suis très prudent. Je ne dis pas que c'est un traitement, je ne dis pas que c'est un panacée, je dis que c'est simplement un espoir. Mais ça veut dire quand même beaucoup de choses, parce que, encore une fois, là, on peut revenir aux chiens et aux chiens âgés qui souvent, à la fin de sa vie, même quelquefois pas à la fin de sa vie, développent des tumeurs. Tumeurs osseuses, tumeurs cutanées, cancer de la vessie, cancer de l'intestin, comme chez l'homme malheureusement, cancer de la rate, cancer du sang, etc. Que faire ? Que faire ? Si on a prévenu, si on a essayé, pendant de longs mois, d'avoir un régime alimentaire adéquat, d'avoir donné l'équivalent du Cani tonique senior, si vous voulez, ou l'équivalent en complément alimentaire, si on a fait attention à l'exercice, à le sortir tous les jours, etc., je crois qu'il ne faut pas culpabiliser. Et qu'il ne faut pas non plus se lancer dans des traitements très onéreux, mais onéreux au vrai sens du terme, c'est-à-dire un coût à payer très fort pour le responsable du chien, le propriétaire, moi je dis le responsable, parce que ce mot propriétaire, je le remplace souvent par responsable. On est responsable de ce qu'on aime, disait le Petit Prince. C'est ça. Donc, un prix à payer très élevé, mais aussi pour l'animal, qui peut recevoir des rayons, qui peut recevoir de la chimio. Il faut vraiment peser le pour et le contre, et savoir si pour gagner quelques mois, quelquefois simplement quelques semaines, il ne vaut pas mieux essayer, en accord avec les vétérinaires traitants, d'envisager une fin douce et pacifique. Moi, personnellement, c'est toujours ce que j'ai fait. Il y a un moment où les responsables de l'animal, du chien âgé, et l'équipe qui l'a soigné, s'ils se parlent, etc., on sait que là, descendant pour lui, on ne peut pas aller plus loin. Et il ne faut pas aller plus loin. Voilà. C'est peut-être ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Je suis en train de dire, méfiez-vous, et surtout ne culpabilisez pas, et n'essayez pas surtout d'écouter aussi des traitements soi-disant miraculeux, qui sont finalement, eux aussi, synonymes d'impuissance. Donc il faut savoir arrêter quand il est temps, et quand l'animal a gardé, comme pour nous, une certaine dignité. Voilà. Et se concentrer sur le confort. Voilà, exactement. Et la douleur. Maîtriser la douleur, mais il arrive un moment où il n'a plus aucun intérêt, il n'a plus aucune, comment dirais-je, pour lui, il ne porte plus la vie en lui. Il est déjà un mort-vivant. À ce moment-là, il faut savoir
choisir et l'aider juste à franchir ce cap, parce qu'il le mérite. Et sans être culpabilisé, parce que vous avez fait vraiment tout ce qu'il fallait faire. Certaines personnes qui vous écoutent en ce moment ont un chien âgé qui va bientôt les quitter. Comment est-ce qu'on peut les aider à accepter ce moment difficile, selon vous? Oui, ce moment difficile, il y a deux périodes, si vous voulez. Il y a la période sur laquelle on a encore de l'espoir, disons qu'il va partir tout doucement, mais etc. Puis il y a la période où la maladie est invasive et gagne du terrain tous les jours, et vous le voyez se dégrader tous les jours. Et là, je pense avant tout aux tumeurs et aux métastases. Dès qu'une tumeur cancéreuse primaire, que ce soit à la mamelle, que ce soit sur l'humérus, pour les gros chiens, tumeur osseuse, que ce soit au niveau de l'intestin, là c'est opérable. Ce sont des cas sur lesquels une thérapie doit être exercée, notamment au niveau de la chirurgie. Chaque fois qu'on veut faire la chirurgie, il faut la faire évidemment. Mais dès que la tumeur a métastasé, est allée sur d'autres organes, là on n'est plus du tout sur le même terrain. Donc là il faut être très attentif. On a la phase où il est conscient, où il jouit de la vie, où il peut marcher, etc. Et puis il y a la phase où tout s'aggrave brutalement. Et là, il y a deux possibilités, à mon avis. Il faut cesser toute médication que l'on avait jusque-là. Soit on passe à la phase essayer de lutter contre ces métastases cancéreuses, mais chez le chien, c'est excessivement décevant. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a un coût. Pour le chien lui-même, très élevé. Pour le responsable du chien, mais pour le chien lui-même, très élevé. Ça peut être des hémorragies, etc., qui se produisent et qui sont, je pense, un cancer de la bouche chez une chienne. Et toutes les nuits, ça saignait. Il y en avait partout dans la maison, partout dans le jardin. C'était absolument intenable. Il a fallu arrêter. Donc, quand c'est à cette phase-là, on a même en homéopathie, je peux me permettre de dire ça, certains remèdes donnés à des dilutions très élevées qui peuvent amener à une mort, il faut appeler ça par leur nom, une fin douce, et qui, en même temps, réconcilie un peu cette maladie terrible, le responsable et le chien lui-même. C'est très intéressant. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais les fois où ça a pu se passer, avec un remède indiqué, en recherche avec le vétérinaire homéopathe présent, qui s'occupait du cas, ça a toujours été un bienfait pour tout le monde. Mais ce sont des cas assez exceptionnels. Voilà. Sinon, mais il y a ensuite des produits chimiques ou des produits, oui, à base de barbiturique, etc., qui amènent une fin quand même la plus douce possible. On l'endort. Oui. Voilà. Oui, donc pour le responsable, c'est juste d'arriver à accepter que ce moment est arrivé et que maintenant il faut passer à l'étape d'après. Et là, je trouve, moi, ma petite expérience, qui malheureusement est sur beaucoup de chiens et de chats, mais je pense aux chiens, là, des choses qui m'ont aidé en dehors pour prendre la décision avec le responsable de l'animal ou la responsable, la famille, c'est souvent des amis très proches, qui ont un peu plus de recul, qui sont moins dans le sentiment, parce qu'on ne peut plus détacher, et qui vont peser lourd en disant, maintenant, il faut remettre les choses à leur place. La mort fait partie du phénomène de la vie, on est dans un cycle, et il faut l'accepter. Et ça, quand on a des amis comme ça très chers, qui donnent leur avis, ça nous aide beaucoup. C'est pas, il faut encore une fois enlever cette notion de culpabilité en disant c'est notre faute si elle est comme ça, on n'aurait pas dû partir en vacances, on l'a laissé 8 jours, on nous a bien dit que, etc. Ça, il faut le prendre, l'analyser, le mettre en commun et puis le jeter. Et voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, avec toutes les années heureuses qu'on a eues avec son animal. Et ça, des amis, ça peut être le praticien, la praticienne, le praticien, mais ça peut être aussi des amis, des gens, quelquefois qui sont proches, mais sans plus, et ça fait beaucoup de bien. Pour un chien confus et déprimé, si le canitonique senior ne répond pas, ou répond qu'en partie, il faudrait passer à un autre mélange
de deux plantes que vous allez comprendre tout de suite, qui est l'astragale et le leutérocoque. Et on a ce produit pour les chevaux, et on ne l'a pas encore pour les chiens, mais on va le mettre. Chez les chevaux, on a appelé ce produit équiastral. Vous voyez, astral d'astragale, et en même temps équiastral, parce qu'on trouvait que ça faisait un nom un peu comme ça, c'était la signature du produit. Et avec l'équiastral, on mettra le caniastral, c'est sûr. Caniastral, on va le sortir, on pourrait y aller essayer. On a eu un cheval, par exemple, qui était vraiment, c'est pas qu'il n'était pas sympathique, parce que tous les chevaux sont sympathiques, mais qui avait eu des gros problèmes et qui était enfermé, qui était vraiment verrouillé de l'intérieur, si je puis dire, qui n'avait aucune expansion vis-à-vis de l'homme, même des autres chevaux. Et quand on lui a fait cette cure pendant 2 mois, avec astragale et l'eutérocoque, je dirais pour le physique, astragale plutôt pour le psy, c'est une plante aussi, fait partie des 10 plantes les plus précieuses au monde, si je puis dire. Toutes sont précieuses, mais là, elles sont sélectionnées pour leur action sur un mammifère. Avec ce mélange, un vétérinaire est venu faire une radio, on s'attendait au pire, il a été parfait. On a pu faire ce qu'on voulait. Donc on en a comme ça des histoires pas mal avec cet écu astral. C'est pour ça que je vous dis, le cani astral, il est dans les tuyaux. En réponse à votre question, on pourrait fabriquer ça très facilement et vous l'envoyer. Et c'est vous qui concevez vos produits? Oui, absolument. Absolument. Tous les produits de la gamme Biodalgue ont été conçus ici par une vétérinaire qui était gérante il y a encore 2-3 ans, qui s'appelle Madame Loswarm, qui est une vétérinaire acupunctrice et ostéopathe, homéopathe, et par moi-même également, moi qui ai commencé au départ, et qui ai conçu la iodamine cheval, etc. Et puis on a conçu à tous les deux le symbiotonique, et puis maintenant, moi j'ai repris avec l'équiastral. Voilà, tous nos produits sont conçus ici, oui, en fonction de nos recherches personnelles, biblio, etc., et des retours des éleveurs, puisqu'on est très proche du milieu, des propriétaires, des responsables des animaux qui nous font le retour, comme ce monsieur tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ces questions qui posent d'autres questions. Et voilà.